Le framerate idéal est de 60 fps. Non mais l'autre! Quoi? Non mais je veux dire, comment ça se voit trop que t'as jamais goûté aux 144 fps? Non mais écoute-les, les deux snobs là, avec leurs 60 fps, 144 fps, alors que ça a été prouvé scientifiquement que l'œil il sait pas voir plus de 24 fps, même que la preuve, c'est pour ça que l'industrie du cinéma, elle utilise toujours ce format. 350 fps! PC! Master! C'est qui ce con? A priori, on dirait un mec qui a claqué 3000 balles dans un GPU. Bon, on va démystifier tout ça. Bonjour tout le monde, le débat sur le framerate est aussi vieux que l'invention de la vidéo. En réalité, il est probable que vous ayez déjà entendu chacun des arguments qui viennent d'être défendus. Et histoire de bien simplifier le truc, il faut savoir que tout le monde a un peu tort et un peu raison. La vérité se trouve dans la nuance, mais aussi dans la technologie. Le framerate a une incidence directe sur la latence et la fluidité. Et la techno de nos écrans a elle une influence forte sur leur perception. On va aborder les deux points et je vous préviens, c'est velu. Déjà on va poser un truc, les premiers jeux vidéo grand public, les premières bornes d'arcade visaient le plus souvent les 60 fps. Et les derniers jeux en date sur les consoles les plus récentes proposent aussi, le plus souvent, un mode 60 fps. À l'exception du PC haut de gamme qui a toujours cherché à tirer le framerate vers le haut, 60 fps est un objectif historique. Mais avant de parler des hauts framerates, on va commencer par le bas. Le fameux argument du « l'œil ou le cerveau ne voit pas plus de 24 ou 30 fps ». Et comme d'habitude, on va aller chercher nos explications dans le passé. Au début du cinéma muet, les taux d'images par seconde étaient chaotiques. Mais l'arrivée du cinéma sonore a nécessité de trouver une norme, pour des questions de tonalité et de répétabilité. À l'époque, on filmait sur pellicule, et la péloche, c'est encombrant, c'est lourd et surtout cher. Le compromis est alors établi à 24 fps. On estime, on trouve, on constate qu'à moins il y a un vrai risque que le mouvement ne soit pas perçu comme une animation continue mais plutôt comme un défilé d'images statiques, et à plus, ça coûte cher. Le 24 fps n'est pas une limite sensorielle, c'est la nuance entre percevoir une séquence d'images fixes enchaînées et percevoir un vrai mouvement continu comme tel. Lorsque les télévisions à tubes et les consoles sont entrées dans nos maisons, nos machines pouvaient alors afficher des framerates bien plus élevés que ça. Et si comme moi vous êtes d'une génération qui a eu l'occasion de connaître le goût de la colle Cléopâtre, vous devez savoir que chez nous en Europe il était de 50 fps contre 60 fps aux USA et au Japon. Mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui c'est le 60 Hz qui prédomine dans le jeu vidéo. Et elle avait le goût de pistache. À cette époque, les 50-60 fps étaient donc le saint graal, c'était le niveau de fluidité ultime que les jeux pouvaient atteindre. Et si vous avez un jour l'occasion de revoir un tel setup sur écran cathodique, vous pourriez être surpris de constater à quel point c'était effectivement parfaitement fluide. Et ce n'est pas juste une question de souvenirs nostalgiques biaisés, c'est perceptiblement, visuellement plus fluide que ce que peuvent offrir 60 fps sur nos écrans modernes. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce n'est plus aussi fluide ? Pourquoi Sonic était ultra fluide sur un écran cathodique et bien moins sur un écran plat alors même que le framerate est identique ? Une fois n'est pas coutume, on va commencer par expliquer le fonctionnement des écrans actuels, puis remonter à comment c'était avant. Le plus souvent, les écrans plats reçoivent les images et les maintiennent en permanence à l'écran. Chaque nouvelle image remplace la précédente. Il y a toujours une image présente à l'écran. Et vous allez me dire, oui, évidemment. Mais vous verrez que ce n'est pas si évident. Ce fonctionnement s'appelle le sample and hold. Prendre une image et garder une image à l'écran. Et si on lui a donné un nom, c'est parce que ça n'a pas toujours été le cas, et que c'est un problème. Concrètement, ça veut dire que sur nos écrans, notre œil va fixer un point de l'image, il va en suivre le mouvement, sauf que l'image n'est rafraîchie qu'un nombre limité de fois par seconde. Et pendant que votre œil suit, il continue
d'étaler sur la rétine l'image fixe, toujours affichée, jusqu'à la suivante. Et lorsqu'elle s'affiche enfin, cette nouvelle image se superpose à la trace floutée de l'ancienne. Vous avez alors une légère sensation de flou, d'image dédoublée. Et si ça ne vous parle pas trop à 60 fps, ça doit beaucoup plus vous parler à 25 ou 30. Cette sensation étrange que chaque image contient un petit fantôme de l'ancienne, que les contours sont peu nets, doublés, comme si on voyait les deux images. Et en réalité, ce phénomène, ce flou dédoublé, existe aussi à 60 fps. Il est moindre, car la fréquence des images est supérieure et les écarts positionnels plus faibles. Et le pire, c'est que si vous n'avez jamais expérimenté plus de 60 fps, il est probable que vous ne le voyez pas, jusqu'au jour où vous essayez. Et là, la différence vous saute à la gueule, et c'est au retour à 60 fps que, enfin, parce que votre perception est maintenant éduquée, vous voyez l'écart. Les PC Master Race qui vous affirment que vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'avez pas essayé, ont raison. Ouais, mais n'empêche que c'est pas ça qui fait un bon jeu. Je veux dire, vaut mieux un bon jeu avec un petit framerate actif qu'un mauvais jeu avec un gros framerate feignant. Non mais mec, ça c'est des propos pour se rassurer. Parce que t'oublies un truc. C'est qu'il y a des très bons jeux avec des bons gros framerates bien actifs. Tout ça pour dire, ok, les problèmes de fluidité se règlent en augmentant le framerate. Merci Sherlock. Mais rappelez-vous, la vraie question c'est pourquoi 60 fps sur cathodique semble plus fluide que ces mêmes 60 fps sur écran plat? Alors, je vous rassure les plus jeunes, si j'explique comment fonctionne le cathodique, c'est aussi pour expliquer de quoi s'inspirent nos écrans modernes pour progresser. Un écran cathodique n'a pas de sample and hold. Il n'affiche pas en permanence quelque chose. Il est le plus souvent noir. Et là vous allez me dire, attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Dans le tube d'un écran cathodique, un canon à électrons balaye de haut en bas une matrice de pixels au phosphore. Ce phosphore s'allume vivement dès qu'il est percuté par les électrons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce canon balaye les pixels ligne par ligne, un à un. Et donc les pixels commencent déjà à s'éteindre progressivement, sitôt après avoir été allumés. Cet affichage est dit impulsionnel, le terme parle de lui-même, les pixels sont allumés brièvement, par impulsion. Le phénomène qui nous permet malgré tout de voir une image entière, lumineuse, c'est la persistance rétinienne. Et alors on va faire une parenthèse tout de suite. Cette expression est très décriée, mais c'est surtout parce qu'elle est inexacte. Ce n'est pas juste la rétine qui conserve une trace de l'image comme c'est suggéré. C'est une mécanique bien plus complexe qui inclut aussi le reste de l'œil, le cerveau, tout notre système de perception visuelle. Mais attention, le phénomène, lui, est réel. C'est juste que son nom est trop simpliste. Si je filme mon Trinitron branché sur une Mega Drive à l'aide de la caméra 960 fps d'un Xperia XZ3, on voit très bien le balayage de l'écran. Et on voit aussi que les dernières lignes allumées sont plus lumineuses que les précédentes qui sont déjà en train de s'éteindre. C'est dingue, hein, mais un vieux smartphone le perçoit sans aucun souci, alors que nous... Contrairement à tout à l'heure, pendant le suivi, votre œil ne va pas étaler l'ancienne image sur la rétine, car en réalité, juste après l'impulsion, l'écran est redevenu noir. Et à l'impulsion de l'image suivante, votre œil pourra la percevoir, vierge de toute trace de l'image précédente. L'affichage impulsionnel sépare clairement les frames comme un stroboscope. C'est contre-intuitif car le phénomène de persistance vous dit bien que vous voyez encore quelque chose. Mais en réalité, votre œil, lui, n'amalgame plus les deux images, et vous ne voyez donc plus ce dédoublement. Alors du coup, comment on fait pour améliorer nos écrans modernes? L'une des réponses s'appelle le Black Frame Insertion, BFI. C'est un procédé qui vise à lutter contre le sample and hold. Ici, l'idée est d'empêcher l'écran de diffuser l'image en permanence. Il n'affiche que brièvement chaque image, puis se coupe jusqu'à la prochaine. Peut-être connaissez-vous cette techno sous ses appellations marketing, ULMB, Anti-Motion Blur, Motion Clarity, etc. Le gain est réel, ça réduit l'impression de l'ancienne image sur l'œil. Le Motion Blur, bref, c'est le but, et ça fait ce que ça dit.
Et pourtant, la fluidité perçue n'est pas encore tout à fait au niveau de ce que proposent nos vieux écrans à tube du passé, alors même que le BFI est un procédé vieux de plus de 10 ans. Et c'est là qu'on est un peu plus dans la spéculation. Le BFI coupe, puis raffiche la totalité de l'image. Là où l'écran à tube a continuellement une partie de l'image affichée, mobile, mais encadrée de noir. Peut-être les OLED, à force de progrès, arriveront-ils un jour à reproduire plus parfaitement cet effet. J'ai conscience qu'à ce stade, ça commence à faire un peu beaucoup, c'est lourd. Et je vais être honnête, c'est très dur pour moi aussi de vous exposer tout ça en restant droit dans mes bottes. Car en réalité, c'est surtout un phénomène physiologique plus que technologique. Ça sort grandement du cadre des compétences d'un geek dans mon genre. Mais on va pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus simple et tout aussi favorable à l'augmentation du framerate. La latence. La latence, c'est le temps qu'il se passe entre le moment où vous faites une action, par le biais du clavier, de la souris, de la manette, et le moment où elle est répercutée à l'écran. Le moment où vous glissez votre souris et où la caméra se met à tourner. Et on va l'aborder en imaginant que nos périphériques n'ont littéralement aucun input lag, ce qui est faux. Lorsque vous faites une action, elle ne sera pas visible sur l'image en cours d'affichage. C'est normal, elle est déjà calculée, elle est déjà affichée. À 60 fps, cette image est affichée 1/60 de seconde. Mais, mauvaise nouvelle, il est très probable que vos actions ne soient pas non plus perceptibles sur la prochaine image. Le calcul de l'image suivante est déjà lancé. Et pour pouvoir faire le rendu, les actions clavier, souris, manette sont consultées très tôt dans le process. L'image n'est pas encore finie, elle n'est pas encore affichée, mais c'est quand même trop tard. Et elle aussi, à 60 fps, elle restera à l'écran 1/60 de seconde après l'image en cours. En clair et court, la frame n+1 est calculée pendant l'affichage de la frame n. La frame n+2 est calculée pendant l'affichage de la frame n+1. Et ainsi de suite. Donc, toute action produite pendant l'affichage d'une certaine frame n arrive trop tard pour sa suivante n+1. En gros, il y a un temps de latence incompressible qui se situe quelque part entre 1 et 2 frames. Donc à 60 fps, cette latence peut atteindre 1/30 de seconde, soit 33 millisecondes. Et donc là, mécaniquement, vous le comprenez, augmenter le framerate réduit la latence. À 120 fps, elle tombe à 17 millisecondes, à 200 fps, 10 millisecondes, vous avez compris. Et plus cette latence est basse, plus sa réduction est difficile à percevoir. Alors, je vais plomber l'ambiance. J'aime bien le dire. Ne faites pas du framerate de votre futur écran une obsession, car ça a rapidement un impact énorme sur le budget écran et plus encore GPU. Nous vivons une époque formidable et plus que jamais nos technologies flirtent avec nos limites de perception sensorielle. Plus vous augmentez le framerate, plus vous aurez du mal à percevoir un gain à l'augmenter encore. Si le 60 fps est une norme depuis plus de 4 décennies, c'est parce qu'il est solide. Oui, aujourd'hui il est dépassé, ne serait-ce qu'à cause de sa latence, et ce n'est pas à faire la fine bouche que de vouloir plus, mais attention, passé certains framerates, vous allez cramer du budget pour des gains clairement orientés vers des gens qui sont soit certains de ce qu'ils veulent, soit qui sont tombés dans l'élitisme, avec tout ce que ce terme implique. Ouais, mais n'empêche que 350 fps, c'est vachement mieux. Et je vous dis à très bientôt, dans le bureau des machines.